Bonjour et bienvenue à l'atelier, et bienvenue dans cette série où on va lâcher la bête immonde qui est en chacun de nous au milieu d'un univers de bombes de peinture et de corps de télécaster. Ça va être de la folie, et ça peut être des finitions de folie. On y va. Alors vous avez eu la patience de suivre et puis d'attendre aussi. La préparation a pris plus de temps que prévu, hein. On est parti de 3 corps. La dernière fois, on en avait 8, maintenant on en a 10 et ça continue à grimper. Mais on va attaquer maintenant les choses sérieuses et on va commencer par, bien sûr, ce que les anglo-saxons appellent the bodywork sur une carrosserie de voiture. Bon, franchement, on va le voir, parce que je vais détailler aussi cette partie-là. Peindre à la bombe, peindre au pistolet. Vous connaissez déjà, puisque vous êtes guitariste, c'est cette fameuse mémoire musculaire qu'on acquiert avec un petit peu de pratique et des exercices, on verra quelques exercices, et qui permet de très bien s'en sortir avec une bombe ou un pistolet. Néanmoins, alors peindre c'est facile, néanmoins, un résultat, même si on maîtrise parfaitement l'utilisation de bombes ou de pistolets, peut être absolument splendide ou absolument minable. Et ce qui fait ça, ben, c'est le dessous, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la préparation de la surface qui doit être absolument nickel. Si vous avez une préparation de surface superbe, vous ne pouvez pas vous rater, et c'est pas des histoires de tiens, j'ai utilisé un pistolet avec telle aiguille ou une bombe avec telle buse ou quoi que ce soit. Vous avez fait une préparation de surface au cordeau, votre finition sera belle. Fin. Et on va commencer tout de suite avec la première étape, et pour comparer avec ce qui se fait traditionnellement dans du bois, on va commencer par le fondure. Alors, je rappelle à nouveau ce qu'est le fondure. Le fondure, c'est un produit, donc il y a plein de produits possibles et imaginables, allant de la gomme laque aux fondures cellulosiques, fondure acrylique, fondure à l'eau, etc., etc. Enfin, il y a plein de variantes. Et l'idée du fondure, elle est toute simple, elle consiste à protéger et sceller. Sceller, c'est pour ça que les anglo-saxons appellent ça sanding sealer. Sceller le ponçage. Donc une première règle, c'est on met du fondure quasiment tout le temps. Il y a quelques petites exceptions que je vais citer, mais on met du fondure quasiment tout le temps parce que il faut protéger le bois et empêcher que en le scellant, empêcher que le bois pompe le produit de finition, parce qu'il ne va pas pomper le produit de finition. Oubliez les high penetrating oil et autres conneries qui descendent à peine à quelques microns de profondeur. La réalité, c'est que du fait d'une différence de viscosité, bien entendu, le bois brut va pomper plus facilement quelque chose de plus liquide. Et qu'est-ce qu'il y a de plus liquide dans une finition? Ben, c'est ce qu'on appelle le solvant ou le diluant. Et donc, il va rester de la matière brute en surface qui va peut-être avoir du mal à soit sécher, soit à catalyser, etc. Donc, protéger et sceller. Protéger, pourquoi? Et ça va nous amener à une première exception. C'est quand vous travaillez, par exemple, du hêtre échauffé, ou de l'érable échauffé, ou un arbre échauffé en général, suivant les espèces, et c'est le cas particulièrement pour le hêtre, il y a certaines des colonies de champignons qui s'installent et qui font l'échauffure, en fait, qui sont particulièrement voraces en lignine, à un point tel qu'on peut se retrouver avec des petits endroits sur notre surface qui a globalement la consistance du liège, quoi, tellement le bois a été rendu vermoulu. Et si jamais on fait la bêtise de poncer tel quel, il n'y a pas de secret, on va faire des creux. On va faire des creux parce que on va passer d'une surface dure à une surface molle, à une surface dure, etc. On va finir avec des creux. Et donc, c'est une des exceptions.
au lieu de suivre systématiquement la règle je ponce, je fondure, on va en fait, dans ce cas précis, essayer de saturer de fondure, c'est-à-dire de durcir le bois, dans ces endroits qui sont un peu, voire beaucoup plus tendres, avant de poncer. C'est un cas de figure, on va utiliser du fondure avant de poncer. Mais d'une manière générale, la règle, c'est je ponce, je fondure. Sanding, sealer. Ponçage, scellement, ouais. L'autre cas de figure où on pourrait dire oui, mais c'est quand je teinte. Or, si on teinte, en règle générale, on teinte des beaux bois, on teinte des loupes, on teinte des érables pommelés, voire des érables ondés très beaux, etc. Et le problème de ces bois en général, c'est qu'ils n'ont pas un grain lisse et uniforme. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des endroits où on sera en bois debout. Et vous avez tous fait l'expérience, le bois debout, il pompe directement, puisque là, c'est les canaux qui sont en prise directe, donc il pompe la teinte. Et ça peut donner des trucs très moches, parce que y a un endroit dans cet érable pommelé où il y a un endroit, même dans ce frêne des marais, où là, vraiment, ça a pompé de la teinte à un point que ça fait une tache, quoi. Ça nuit à la beauté générale de ce que vous voulez faire. Et la solution, à nouveau, c'est quand on a ce type de bois, avant de teinter, une couche de fondure, et ensuite on égrène avec la plupart du temps de la laine d'acier quadruple zéro, si bien qu'en fait on va remettre le bois à nu sur les hauteurs, et par contre le fondure va rester un petit peu au niveau du bois de travers et des pores. Ça pourrait ressembler, mais c'est pas le but, hein, c'est pas le but, c'est pas du bouche-port, et c'est pas le but de bouche-porer. Le but, c'est simplement de protéger, d'empêcher un petit peu le phénomène de capillarité qui a surtout lieu, évidemment, en bois debout. Donc, même quand vous allez faire une teinte, je ponce, je scelle, après je teinte, dans 90% des cas. Donc vous voyez qu'à part l'exception, il y a une règle, voilà, il faut l'écrire partout, il faut la mettre, je ponce, je scelle. Et c'est encore plus vrai, à mon avis, avec des huiles, parce que ça permet à l'huile et au solvant de l'huile, si c'est des huiles de finition synthétique, type Danish Oil, le solvant c'est du white spirit, hein, qui lui va avoir tendance à être pompé par le bois, et ça sèchera trop vite. Et ça ne rendra pas aussi beau que si jamais on a mis avant une petite couche de fondure. Donc mon conseil, vous le suivez ou vous le suivez pas, mais c'est que même quand vous allez huiler, un petit coup de fondure à la bombe, un petit égrenage, ça mange pas de pain, et vous allez en plus économiser des couches, et un bon paquet de couches d'huile de finition. Alors, à propos du nombre de couches, on reviendra dessus quand on parlera du bouche-port, mais je vois parfois passer des 10 couches, 15 couches de peinture, de vernis, d'huile, etc. D'une manière générale, c'est parce qu'on n'utilise pas le produit qu'il faut pour la tâche. C'est-à-dire c'est comme si on essayait, si on met 15 couches de peinture, c'est comme si on essayait d'une certaine manière de visser quelque chose avec un marteau. C'est pas le bon outil. Donc on reviendra dessus quand on arrivera à l'étape du bouche-port. Là, on est à l'étape du fondure. Alors, comment vous convaincre? On va faire un petit essai avec un truc assez rigolo, c'est la fameuse peinture conductrice, vous savez, pour protéger à l'intérieur des cavités de contrôle, vendue par nos amis de Stumac. Si on lit la notice, il est dit, il faut 3 couches
de cette peinture à intervalle de 24 heures. Allez, on se met au boulot. Alors j'ai pris 3 bouts de chute de Kaya, et on voit la structure de près là, et on voit bien qu'il y a des pores, et il y a aussi ces espèces de vallées qui correspondent aux tubes initiaux, aux formes de cellules. Ça va de 100 à 200 microns de profondeur, ce qui fait entre 1/10 et 2/10 de millimètre, mine de rien, hein, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà la structure de Skaya. J'ai pris 3 bouts relativement homogènes, pris dans la même planche. Et ça va nous permettre de faire notre petite expérience. Sur nos 3 plaquettes, il y en a une sur laquelle on va appliquer la méthode préconisée par Stumac, c'est-à-dire 3 couches espacées de 24 heures. Sur les 2 autres, on va devoir mettre une fine couche de fondure sur celle-là. Et sur celle-là, on va mettre 2 fines couches de fondure. Et une fois le fondure sec, on va à nouveau mettre un peu de peinture Stumac. Et on met une couche de peinture conductrice sur chacun de nos 3 tests. Et on remarque tout de suite une chose, c'est que là, l'eau a été pompée quasiment immédiatement. C'est déjà quasiment sec en surface, un peu moins là et un peu moins là. Donc on a bien cet effet protection contre la capillarité du bois qui joue, puisque celle-là est encore bien humide, elle va sécher plus lentement bien sûr que celle-là, et encore moins que celle-là bien sûr. On laisse sécher les 3 jusqu'à demain, où on fera un premier test à l'ohmmètre. Au bout d'une couche, sur la base, on n'a rien. Sur celui-là, on a 240. Et sur celui-là, on a 200. Et ça, c'est celui où j'avais mis avant 2 couches de fondure, puis une couche de peinture, alors que là, il n'y a qu'une couche de fondure, une couche de peinture. Donc les 2 où on avait mis du fondure, de toute façon, ça conduit le courant. Et celle de base, je vais suivre les recommandations de Stumac et remettre encore 2 couches espacées de 24 heures. Et on devrait avoir le même résultat. Alors la différence c'est quoi? C'est que il m'aura fallu 3 jours. 3 couches espacées de 24 heures. Alors que comme le fondure en 10 minutes c'est sec, celle-là, dès la première journée, c'est fait. J'ai une cavité avec de la peinture conductrice et j'ai pas besoin d'attendre 3 jours avant de pouvoir finir ma guitare. Voilà la différence. En carrosserie auto, ce fondure, l'équivalent du fondure en bois, qui s'appelle la plupart du temps primaire d'ailleurs, bien que primaire, ça serve aussi à la première couche de peinture de base. Donc je vais plutôt utiliser continuer à utiliser le terme de fondure. Il s'applique sur le métal brut, qui a généralement été poncé au 80. Le but, c'est de vraiment protéger la surface, qui est une des deux choses qu'on fait avec la fondure, hein, et donc de protéger la surface, surtout pour éviter qu'aillent se nicher des nids de rouille juste en dessous de l'ensemble de la finition, qui finirait par se développer, etc. Et donc, le produit le plus utilisé, c'est une peinture époxy, tout simplement. Et on en trouve absolument partout, des peintures époxy. Hein. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser, c'est une bombe de peinture époxy, qu'on va utiliser comme fondure, puisque le but de cette série, je vous rappelle, c'est d'utiliser que des produits de carrosserie auto, parce que pour montrer que ça marche aussi bien que des produits spécial bois, voire spécial guitare.
Donc ça va nous amener à parler de bombes. Bombe de peinture, voilà un exemple de bombe de peinture vert vilain. Sachez que si jamais vous aviez vraiment une couleur ou bien du flash coat ou un autre mélange que vous vouliez utiliser et que vous ne trouvez pas en bombe, il existe une marque qui s'appelle Préval. Et Préval, en fait, ils font un système qui permet en fait, de transformer du liquide en bombe de peinture ou bombe de vernis, d'une certaine manière. Alors c'est assez bien foutu parce que garder l'emballage, sur l'emballage, ils mettent les ratios de dilution, puisque par exemple, si peinture lac cellulosique, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire 50% de peinture, 50% de diluant. Et il y a comme ça tous les différents couches de fond, couches à base de solvant, etc. Il y a tout. Et donc en fait, on met là-dedans notre mélange dilué, on ferme, et là on a une bombe. Ça coûte assez cher, donc c'est quelque chose d'assez relativement occasionnel. Hein. Je veux dire, vous avez... au bout de 4, vous devez avoir un système complet de peinture au pistolet. Hein. Donc, mais ça peut servir si jamais il y a un produit que vous voulez absolument balancer sur une surface et qui n'existe pas, que vous ne trouvez pas en bombe. Préval. Là, on va parler des bombes et on a un certain nombre de petites choses à dire sur les bombes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va secouer, agiter cette bombe. Première chose importante, la buse. Alors ça, c'est sympa quand on fait des tags. Mais ça va pas du tout nous convenir pour peindre une guitare. Voilà, ce qu'on veut, c'est cette forme assez caractéristique, relativement oblongue. Et ça, on l'a obtenu parce qu'on a changé la buse, simplement, sur la bombe. Pourquoi cette forme est intéressante? C'est parce qu'elle permet de faire des passes. De couverture, alors que là, avec la forme ronde, il faudrait faire 15 passes, on ne peut pas bien recouvrir, etc., etc. Donc, première chose, il faut changer la buse. On verra que l'obtention de cette forme oblongue, hein, en forme de un petit peu de ballon de rugby, ça correspond aussi à ce qu'on fera pour des réglages si on utilise des pistolets. La deuxième notion très très importante, c'est à quelle distance je dois bomber ou à quelle distance je dois utiliser un pistolet. Et il ne faut pas obligatoirement se fier à ce qui est écrit sur les modes d'emploi du fabricant de bombes. Tout ça, de toute façon, c'est fait plus ou moins à la machine et il peut y avoir des différences de viscosité entre les composants, entre le diluant, voire plus ou moins de gaz propulseur, etc., etc. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est à nouveau de tester par soi-même. Et pour tester, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre l'analogie du Big Bang. Le Big Bang, le début de l'univers, il a lieu ici, à la sortie de la buse. Et là, ce qui se passe, c'est que le gaz propulseur va vaporiser en micro-gouttelettes très 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 fines la peinture. Et donc, on va obtenir, du fait de cette buse-là, un cône étroit. Avec une buse normale, on obtiendrait un cône normal. Et ce cône étroit, à l'intérieur de ce cône étroit, en fait, on va avoir une répartition relativement homogène de l'air et des micro-gouttelettes. Et puis, à partir d'une certaine distance, comme un certain temps après l'explosion du Big Bang, en fait, où l'univers a été homogène pendant quelques microsecondes, ce qui se passe, c'est que la gravité, en l'occurrence nous, la gravité terrestre va s'appliquer, c'est-à-dire que ce nuage de micro-gouttelettes, il va commencer à descendre, et en descendant, il va y avoir une forte probabilité que les micro-gouttelettes se rencontrent, s'agglomèrent,
deviennent des mini-gouttelettes, voire des gouttelettes, et à partir d'une certaine distance, on va tout simplement se retrouver avec des gouttes sur notre finition. Et donc le problème, c'est si je me mets trop loin, comme ici, j'obtiens des gouttes. On le voit ici, je vais insister un peu plus, vous voyez qu'on a cette espèce de marbré, c'est-à-dire que les micro-gouttelettes se sont agglomérées et on finit par former des gouttes. Donc c'est pas terrible. La solution qui consiste à être trop près, je la déconseille fortement. Immédiatement, on a une coulure. Pourquoi? Parce que dans l'espace de dispersion, en fait, il y a trop de peinture. Les gouttelettes sont trop proches les unes que les autres, elles vont toutes se plaquer et ça va immédiatement couler. Donc, pas bon non plus. Alors, il existe deux méthodes pour essayer de trouver ce point exact qui correspond à la bonne distance, en fait. La première méthode, ça consiste à essayer d'écouter. Je vais essayer d'enregistrer. Vous voyez, le son devient plus aigu jusqu'à un instant donné où on est trop près ou c'est trop aigu. Alors, c'est assez subtil, et il existe une autre méthode intéressante. J'ai protégé mon avant-bras. Ça consiste à essayer de sentir ce qui se passe. À un moment donné, avec une bombe, on sent un début de froid, et là on sait qu'on a la bonne distance. Avec un pistolet, on sent une pression, et là on sait qu'on a la bonne distance aussi. Donc si je suis ici, c'est ici la bonne distance, et cette distance-là, en fait, c'est pas ce que dit le constructeur qui dit 30 cm. Attendez, je vais nettoyer un peu le bordel. En vrai, on serait plutôt dans les 12 à 15 cm maximum. 30 cm, ça voudrait dire qu'on est ici, et là, vous avez vu ce que ça donne, ça fait des gouttelettes, ça marche pas. Donc les instructions sont pas bonnes. La bonne distance, c'est 12 à 15 cm. Là, on peut regarder deux essais. Un à 12-15 et un à 20-30, ce qui était indiqué. 20-30, si on zoome, on voit qu'on commence à avoir des gouttelettes, qu'on a une mauvaise dispersion, en fait. Alors que si on regarde, vous voyez de près ce que ça peut donner. Alors que si on regarde ce qu'on a fait à 12-15 cm, on a une couverture qui n'est pas parfaite parce que c'est du carton, c'est un peu poreux, mais qui est très 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 bien. 12-15, c'est donc pour cette bombe-là ce qu'il faut prévoir. Alors on a vu sur une vidéo des poignées on nous recommandait des poignées pour bombes, c'est super sympa. Alors, il y a du pour et du contre là-dedans. Le pour, c'est que ça permet d'avoir un geste un peu plus fluide. Ok. D'un autre côté, sur un corps de télécaster, on va faire quoi? On va faire 6 allers-retours, même pas 5 allers-retours. C'est pas ça qui va nous fatiguer la main, hein. Faut pas non plus abuser. Mais le truc qui me gêne dans tous ces pistolets-là, et je vous montre sur celui-là, c'est que on a un flux qui est de forme conique du fait qu'on a changé la buse. Et il y a une partie du haut du flux qui va aller taper dans ce petit rebord ici, dans ce petit balcon. Et là, il y a de la peinture qui va s'accumuler. Ça va finir par faire une goutte, et cette goutte va tomber. On a le même problème sur celle-là. Cette goutte risque de tomber dans le flux, et pouf, de se retrouver sur votre magnifique peinture que vous venez quasiment juste de terminer, quoi. Donc, c'est pas, il faut s'arrêter régulièrement pour nettoyer cette partie-là. Ou l'autre possibilité, ça consiste à couper carrément ce balconnet-là, de manière à garder le système qui permet d'appuyer sur le système qui permet d'appuyer sur la buse, mais ce petit truc-là, on n'en a rien à faire en fait.
Donc autant l'éliminer, un coup de scie, et puis ce sera parfait. Alors maintenant qu'on connaît la bonne distance, je vous propose deux petits exercices qu'on peut faire d'ailleurs aussi avec des pistolets ou avec des bombes. Et ces exercices-là, ils ont le but, c'est comme quand vous faites une heure de guitare en changeant des accords, en les faisant succéder, de manière à ce que votre main apprenne naturellement comment se positionner pour passer d'un accord à l'autre. Ben là, c'est la même chose, on va entraîner la mémoire de la main. Et pour ça, on fait un truc très bête. On prend un pinceau, on met un petit peu de ruban adhésif sur une vieille bombe, et on va s'entraîner à rester à la bonne distance. Et même idée avec le second exercice. Cette fois-ci, on a juste mis un petit bout, ça peut être du carton ou du contreplaqué. Là, c'est du contreplaqué. Ça va consister à garder systématiquement, pas se retrouver dans une situation où on est comme ça, ou on est comme ça, où là, on ferait plutôt du dégât qu'autre chose au niveau de la peinture, mais garder en fait cette notion de perpendicularité à notre support. Et à nouveau, c'est des petits exercices qui vont permettre comme ça aux muscles de votre main de savoir exactement comment travailler. Voilà, c'est deux petits trucs à faire. Ça, franchement, moi au début ça m'a aidé, surtout pour le pistolet, mais pareil pour la bombe, à vraiment trouver mes marques, de faire ces petits exos. Voilà, c'est juste le début. On se chauffe petit à petit. Et la prochaine fois, on va continuer cette préparation de surface qui est tellement importante si on va avoir une finition correcte. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Et bien entendu, si vous voulez des bois originaux, exotiques, introuvables, ça se passe sur la... N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à acheter les bois qui font que votre guitare, elle aura une autre personnalité. À bientôt.